Je vais vous parler maintenant des fibrates et des agonistes PIPAR en général, puisqu'il y a une actualité brûlante. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à la SLD, récemment, il y a eu donc 2 communications en late breaking sur des nouveaux fibrates qui auraient un intérêt effectivement dans la CBP. La CBP, comme toujours, est le modèle de la maladie cholestatique la plus commune sur lequel il y a des progrès initiaux, puis après, ça s'enclenche sur les autres maladies. Alors ça, c'est mes liens d'intérêt. Donc si on reprend la saga un petit peu des PIPAR d'une manière générale, dans la prise en charge des maladies cholestatiques, c'est une longue histoire. Et là, vous voyez, depuis la découverte, grosso modo, des fibrates au début des années 60, jusqu'aux dernières communications à la SLD, il y a 60 ans. Le clofibrate donc, a été découvert à la fin des années 50. Dans les années 70, on s'aperçoit qu'il y a un lien entre fibrate et phosphatase alcaline. On voit que les fibrates, ça fait baisser les phosphatases alcalines, et puis ça s'est retombé dans l'oubli pendant des années. Il a fallu attendre les années 90 pour découvrir ensuite les récepteurs PIPAR, qui sont les récepteurs nucléaires des fibrates, et notamment les PIPAR alpha, et puis montrer que les fibrates jouaient aussi sur des mécanismes de cholérèse, puisqu'ils inhibent l'enzyme clé de la néosynthèse des acides biliaires, et puis ils stimulent le fameux transporteur MDR3 des phospholipides. Mais l'année charnière a été 1999, parce que celui qui a fait le lien entre ces observations précliniques, c'est horrible ce truc, et finalement la potentialité d'une application thérapeutique, c'est le docteur Iwasaki, à qui on doit tout. Et il a publié en 1999 un petit papier dans Hepatology Research, qui est un journal essentiellement de publications asiatiques, et où tout est mis. Donc c'est un petit chef-d'œuvre dedans, et on voit bien que c'est un traitement très efficace de la CBP sur la cholérèse, mais aussi sur le prurite. Et puis il a fallu attendre plus de 15 ans avant que le premier essai thérapeutique de phase 3 contre placebo ait été publié. Donc ça, vous le connaissez tous, pour y avoir, pour certains d'entre vous, participé, l'essai Besurso. Et puis les choses se sont enchaînées, avec beaucoup d'intérêt pour les fibrates, mais aussi pour les nouveaux PIPAR agonistes. Un essai thérapeutique académique également en 2020 qui montre que vraiment les fibrates sont des molécules antiprurigineuses dans la cholestase très importante. Et puis en 2021, la première étude d'association sur des registres à large échelle qui montre que probablement les fibrates diminuent la mortalité hépatique et le recours à la transplantation hépatique. Et puis tout dernièrement, avec les agonistes sélectifs delta ou dual alpha-delta, des essais thérapeutiques qui montrent qu'effectivement, qui confirment en tout cas l'intérêt global des PIPAR dans le traitement de la CBP. Mais je dirais c'est probablement un mécanisme général transversal, et il n'y a pas de raison de penser qu'il en soit différemment dans les autres maladies, toute proportion gardée, parce que c'est toujours plus simple de traiter une CBP qu'une CSP, mais c'est probablement un mécanisme anticholestatique générique. Alors là, c'est pour vous une illustration pour vous montrer que dès 1975, dans une grande revue, Lancet, on s'attachait à étudier l'effet du clofibrate sur les phosphatases alcalines, là, au départ, sur une population de patients avec dyslipidémie. Et on montrait que chez ces patients-là, clairement, il y avait une diminution significative des phosphatases alcalines. Mais quand on regarde un petit peu dans le détail, on s'aperçoit qu'il y avait quelques patients ici, 3 seulement, avec une maladie cholestatique. Et chez ces patients, évidemment, il y avait une diminution des taux qui étaient aux alentours de 200 de PAL, et qui sont descendus en dessous de 100 sous traitement, après seulement 4 semaines de traitement par clofibrate. Et puis ça, pof, c'est tombé dans l'oubli total. Alors les fibrates, ce sont ces vieilles molécules dont le clofibrate est l'ancêtre, mais il y en a des dizaines et des dizaines. Je vous ai mis les plus connus, évidemment. Et vous savez comment le clofibrate a été découvert? En fait, le clofibrate, c'est un dérivé, c'est un pesticide. Et en fait, ce sont des agriculteurs qui ont été intoxiqués par ce pesticide, qui ont été retrouvés en coma avec un cholestérol indosable aux urgences. Et ils se sont dit, tiens, c'est bizarre. Et c'est pour ça qu'ils ont dit, là, les dérivés de l'acide fibrique, ça peut être intéressant pour le cholestérol. C'est comme ça que le clofibrate a été le premier médicament homologué pour anticholestérolémiant, après la cholestéramine du reste. Alors ces médicaments, ils sont utilisés depuis des décennies, et puis c'est depuis les années 90 maintenant qu'on sait qu'ils agissent par le biais des récepteurs nucléaires PIPAR, qui sont les récepteurs nucléaires des acides gras.
Il en existe 3, comme on le verra plus tard. La plupart des fibrates agissent essentiellement sur le récepteur alpha, mais le bézafibrate, dont nous allons reparler, lui agit sur les 3 isorécepteurs. Alors, ils sont bien connus pour augmenter la bêta-oxydation des acides gras, donc ils agissent sur le métabolisme lipidique. Ils augmentent les dépenses énergétiques, ils diminuent le mauvais cholestérol, ils augmentent le bon cholestérol, ils diminuent la néosynthèse des acides biliaires et également l'inflammation. Alors les récepteurs PIPAR, il en existe 3, donc PIPAR alpha, PIPAR delta et PIPAR gamma. Ils agissent essentiellement sur le métabolisme glucidolipidique, mais aussi sur le métabolisme énergétique. Et puis vous voyez qu'il y a des ligands à tous ces récepteurs, et puis certains vont avoir... donc là, le bézafibrate à tort a été mis dans uniquement dans le alpha, alors qu'il agit sur les 3. Mais vous voyez que, par exemple, sans le citer, l'élafibranor, dont on parlera tout à l'heure, c'est un dual agoniste PIPAR alpha et delta. Et puis le Seladelpar, je crois, qui est ici, qui est un agoniste sélectif delta. Donc toutes ces molécules ont été étudiées essentiellement pour des visées de traitement du diabète, notamment les gamma, les thiazolidinediones, mais également dans les traitements des dyslipidémies. Et puis, depuis peu, on s'intéresse à ces molécules dans le traitement de la cholestase. Et les principales qui ont été étudiées jusqu'à présent, toujours dans le modèle de la CBP, dans des essais de phase 3, c'est le bézafibrate, le Seladelpar, l'élafibranor et le saroglitazar. Alors n'ayez pas peur, ce sont les principaux mécanismes d'action par lesquels on pense que les fibrates agissent. Donc je vous ai parlé tout à l'heure de l'effet sur l'enzyme clé de la néosynthèse des acides biliaires. Donc ici, là, CYP7A1, dont vous a parlé tout à l'heure Pierre-Antoine. Donc il est clair que c'est principalement par là que les fibrates empêchent la surcharge hépatocytaire en acide biliaire, en diminuant la néosynthèse. Mais ils agissent également sur le transporteur canaliculaire des phospholipides. Du coup, ils rendent la bile moins toxique puisqu'elle est plus riche en phospholipides. Donc, ça va tamponner l'action cytotoxique des acides biliaires endogènes vis-à-vis des membranes cholangiocytaires. Et puis, ça agit aussi, les fibrates, sur NF-kappa B et donc sur l'inflammation au niveau du foie. Alors vous voyez que les fibrates, ça c'est essentiellement pour les classiques, mais le bézafibrate qui agit également par d'autres mécanismes, donc il va agir sur, c'est impossible d'utiliser ce truc, il agit sur les PIPAR gamma, sur les PIPAR delta, et essentiellement il faut voir que le PIPAR delta est exprimé dans toutes les cellules du foie, contrairement au PIPAR alpha qui est essentiellement hépatocytaire. Là vous en avez dans le cholangiocyte, dans la cellule de Kupfer, dans la cellule stellaire. Et puis, le bézafibrate agit également sur le récepteur oxénobiotique, PXR, qui va améliorer également la cholestase en hydroxylant notamment les acides biliaires endogènes. Donc vous voyez qu'il y a quand même un substrat mécanistique conséquent qui explique l'effet observé en clinique. Alors, je reviens sur la publication d'Iwasaki. Donc, je vous parlais d'un petit chef-d'œuvre. Donc, ça, 1999, une dizaine de patients. Vous voyez qu'en situation de résistance à l'AUDC à gauche ou sans AUDC, c'est-à-dire naïf de tout traitement, vous voyez que l'ajout de bézafibrate chez ces patients entraîne une diminution spectaculaire des phosphatases alcalines qui, en pathologie adulte, sont le principal marqueur de la maladie et qui ont une valeur pronostique très évidente. Contrairement en situation pédiatrique où là, effectivement, les acides biliaires sont absolument essentiels. Mais donc, nous, on utilise ce marqueur et on voit que ça s'améliore de façon drastique chez ces patients. Et dans cette petite étude, il était noté déjà des résultats également très encourageants sur le prurite, avec tous les patients qui avaient un prurite n'en avaient plus après sous bézafibrate. Et puis donc, Besurso, il fallait transformer ça avec un essai thérapeutique. On ne sait pas pourquoi, pendant 20 ans, les Japonais ont fait des petites études, la plupart du temps non contrôlées, ou alors quand elles étaient contrôlées, c'était pas en double insu. Ils n'ont jamais pu faire cet essai thérapeutique de phase 3 contre placebo, qu'on a eu la chance de faire avant eux. Mais bon, j'espère avoir rendu hommage quand même à leur travail avec Iwasaki. Donc je vous rappelle l'essai Besurso, 50 patients dans chaque bras, tous en résistance à l'acide urso-désoxycholique selon les critères de Paris 2, donc avec des phosphatases alcalines qui restaient élevées malgré le traitement. Et nous, on a eu
À la différence de Poise, l'ambition de vouloir normaliser les tests enzymatiques hépatiques, et notre critère de jugement principal était une réponse complète définie par des valeurs normales de phosphatase alcaline, de bilirubine, de transaminase. Et donc vous voyez que ce critère de jugement assez drastique était atteint chez 30% des patients versus 0% chez les patients dans le groupe bézafibrate versus 0% dans le groupe placebo. Vous connaissez ces résultats. Et lorsque l'on regarde les tests enzymatiques ou les tests biologiques du foie individuellement, on voit qu'on a une diminution drastique des phosphatases alcalines de quasiment 60% dès le 3e mois de traitement. On normalise les phosphatases alcalines dans 55% des cas à 12 mois, dans 67% des cas à 24 mois. Et puis, les autres paramètres suivent. Vous voyez, la bilirubine, alors certes, dans la normalité, diminue de 30%, et c'est significatif. Les transaminases diminuent de 30%, et c'est significatif également. Alors, à la différence de l'acide obéticolique, le bézafibrate a un effet anticholestatique qui maintenant fait clairement l'unanimité, on le sait très bien. Donc il y a eu d'abord les observations avant même l'essai Béz-Urso sur des séries de patients non contrôlés. Et puis dans l'essai Béz-Urso, même si ce n'était pas un critère primaire, on a clairement observé qu'il y avait une différence significative sur le niveau de prurite et qui se maintenait dans le temps. Et puis il y a eu un essai académique néerlandais qui a été fait sur des petites cohortes de patients, à la fois CBP et CSP, là on mélange un petit peu les deux types de pathologies, qui montraient clairement qu'on obtenait beaucoup plus souvent une diminution de plus de 50% du prurite lorsque l'on était traité par bézafibrate par rapport à un placebo. Donc très clairement prouvant l'effet symptomatique du traitement. Alors, on ne s'arrête pas là, évidemment, parce que la question, c'est ce qui a été souvent posé d'ailleurs à la UDC, est-ce que c'est que cosmétique, quoi? Est-ce qu'on normalise les phosphatases alcalines, so what, quoi, voilà. Donc, mais là, en l'occurrence, on a quand même des marqueurs lourds de pronostic. Le FibroScan, maintenant, qui fait également consensus comme marqueur vraiment pronostic de la maladie, n'augmente pas sous traitement par bézafibrate, alors qu'il augmente sous traitement sous placebo, donc indiquant que, alors quel que soit le mécanisme sous-jacent, est-ce que c'est de la fibrose, de l'inflammation, de la cholestase qui régresse, certes, on ne sait pas, mais en tout cas, ce marqueur est un marqueur pronostic lourd et il est significativement différent dans l'essai Béz-Urso. Et puis plus récemment, sur une série histologique publié par nos collègues brésiliens, on voit que, alors certes non contrôlé, que lorsqu'on regarde les scores histologiques, que ce soit le score d'Ishak ou le score de Ludwig, il y a une amélioration substantielle de la répartition des différents stades avec le temps, en moyenne 5 ans sous bézafibrate. Donc alimentant l'idée qu'on n'a pas affaire uniquement à un effet biologique et symptomatique, mais réellement à un effet qui améliore la maladie du foie. Et puis pour couronner le tout, eh bien, on a pu faire une étude avec nos collègues japonais sur l'effet du bézafibrate potentiel sur le pronostic vital de cette maladie. Alors c'est un énorme registre qui est maintenu au Japon depuis les années 80, où il y a plus de 10 000 patients. Et dans les patients qui ont pu être étudiés à partir de 2000, on a pu montrer avec des études statistiquement robustes que l'exposition au bézafibrate, ici donc en orange, était associée, en plus de la UDC, était associée à une amélioration du pronostic vital, c'est-à-dire un moindre risque de transplantation hépatique ou de décès de cause hépatique. Et on a pu calculer du reste le nombre de patients à traiter pour éviter un décès ou une transplantation. Il faut traiter 14 patients par bézafibrate pour éviter une greffe ou un décès de cause hépatique. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, c'est quand même globalement substantiel. À partir de ça, on a pu calculer que s'il fallait faire un essai thérapeutique pour prouver cet effet sur la survie, il faudrait 500 patients dans chaque bras suivis pendant 5 ans. 500 patients en résistance à la UDC. Donc, vous voyez qu'on est dans quelque chose qui est a priori non faisable, et je pense que ça va être la problématique de toutes ces maladies rares, c'est-à-dire que peut-être que Emmanuel nous en parlera avec la maladie de l'Agile tout à l'heure, mais il faudra probablement qu'on recourt à ce genre de registre pour essayer d'approcher la réponse d'un effet thérapeutique sur la survie dans le champ des maladies rares.
Enfin, quoi qu'il en soit, c'est aujourd'hui, en termes d'evidence-based medicine, ce qu'on peut faire de mieux pour montrer qu'un médicament peut améliorer la survie dans cette maladie rare qu'est la CBP. Alors, ensuite, il y a la question de la tolérance. Alors évidemment, il ne s'agit pas de mettre ça sous le tapis. Les fibrates sont connus depuis très longtemps, donc on connaît très très bien leur profil de safety. Et donc dans l'essai Besurso, ils n'étaient pas différents de ceux qu'on observe dans la vie courante. Il n'y avait pas de différence significative d'événements indésirables dans les deux groupes. On retrouvait une surreprésentation des douleurs musculaires, parce que c'est un effet secondaire assez classique des fibrates. Ça entraîne une petite rhabdomyolyse, qu'on retrouve d'ailleurs avec certains des nouveaux pipards. Et puis, on a observé une augmentation de 5% de la créatinine, qui est un effet également de classe bien connu, qui n'est pas une dysfonction rénale, qui est liée au relargage par le muscle de la créatinine. Et donc, il n'y a pas de risque à long terme d'insuffisance rénale terminale ou de risque de dialyse. On a observé également des augmentations de transaminases, qu'il faut savoir donc décrire. 1 cas dans le groupe placebo et 3 cas dans le groupe bézafibrate. Et dans tous ces cas, on avait des arguments assez forts, histologiques, avant même le traitement, pour penser qu'il y avait peut-être un overlap syndrome. Après, je ne suis pas en train de dire que ce n'étaient pas des hépatites médicamenteuses au bézafibrate. Ça existe, les hépatites au bézafibrate. Ce sont des hépatites souvent immunomédiées qui peuvent être cholestatiques, franchement cholestatiques. Donc c'est pour ça que quand vous débutez ce type de traitement, il faut surveiller attentivement au départ, 1 mois, 2 mois, 3 mois, même 6 mois, les transaminases pour vérifier qu'il n'y a pas cet événement qui reste fort heureusement assez rare. Alors, je vous ai parlé des nouveaux pipards, et donc là, c'était l'objet de l'ASLD il y a à peine 1 mois, puisque c'était au début du mois, je crois. Donc, il y a eu coup sur coup deux communications concernant, premièrement, l'élafibranor du groupe Ipsen, qui est un pipard alpha-delta, et qui a repris à peu près le schéma, le design habituel des essais thérapeutiques anglo-saxons dans la CBP, c'est-à-dire le schéma de l'essai POISE de l'acide obéticolique. Quoi qu'il en soit, il montre qu'avec un critère composite qui vaut ce qu'il vaut, mais qui a une diminution de plus de 15% des phosphatases alcalines en dessous de 1,67 fois la normale et une bilirubine normale, qu'ils avaient une réponse obtenue dans 51% versus 4%. Ils obtenaient une normalisation des phosphatases alcalines à 1 an de 15%, ce qui pourrait paraître quand même assez faible au regard de ce que nous avons observé avec le bézafibrate. Alors, toute proportion gardée, parce que les populations de patients au départ sont peut-être plus sévères dans cet essai. Ils ont échoué de peu à montrer qu'il y avait un effet sur le prurite, mais les critères secondaires autres que cette échelle de prurite ont montré qu'il y avait un effet sur le prurite. Et vous voyez que les phosphatases alcalines, on retrouve ça finalement avec tous les pipards, diminuent d'au moins 40% au cours du temps. Donc, ça vient d'être publié dans le New England Journal of Medicine, et donc très probablement que cette molécule va faire l'objet d'un agrément ou d'une licence par la FDA et à l'avenir l'EMA. On devrait le voir prochainement. Et puis le concurrent du groupe Cimabec, qui est le Seladelpar. Alors lui, c'est intéressant parce que c'est vraiment un agoniste delta pur. Et donc, il s'occupe que de ce récepteur PIPAR. Et bien finalement, c'est un copier-coller, quoi. C'est un copier-coller. Alors, ils ont eu peut-être un peu plus de chance que l'élafibranor, parce que c'est vrai que le key secondary endpoint sur le prurite, ils l'obtiennent. Donc, et voilà. Et puis, ils normalisent, eux, les phosphatases alcalines dans 25% des cas à 1 an. Mais grosso modo, c'est à peu près les mêmes résultats, avec des populations très, très proches l'une de l'autre. Et donc, cette molécule, le papier est soumis à New England Journal of Medicine actuellement. Et je pense qu'il devrait être pris et devrait également faire l'objet à l'avenir d'un agrément. Alors, il faut éviter, il n'y a pas d'essais comparatifs face-to-face par rapport à ces molécules, mais si on coche les cases de ce qui a été obtenu, alors évidemment, on n'a pas de mérite avec le bézafibrate. Le bézafibrate est connu depuis longtemps, on a un recul important, mais si vous voulez regarder les différentes choses, en termes de sécurité versus le placebo, grosso modo, tout le monde a obtenu ça. La normalisation des phosphatases alcalines, alors je ne parle pas de l'amplitude de l'effet, mais grosso modo, tout le monde arrive à montrer que ces molécules peuvent normaliser les phosphatases alcalines. La diminution de la gamma-GT, des alates et de la bilirubine
Alors, à quelques exceptions près, parce que certains n'ont pas atteint la baisse significative de la bilirubine ou des transaminases, mais grosso modo, on a une réponse biologique, on a une réponse symptomatique. Mais effectivement, sur les marqueurs de fibrose, sur les marqueurs lourds de décès et de transplantation, c'est normal. Ces dernières molécules sont très récentes, elles ne peuvent pas avoir le recul nécessaire pour le prouver. Seul le bézafibrate, actuellement, a ce niveau de preuve pour justifier son utilisation. Du reste, à l'avenir, moi je trouve qu'il va y avoir une problématique, c'est-à-dire que ces molécules vont avoir une AMM, celle-ci n'en dispose pas, mais celle-ci a des niveaux de preuve assez élevés sur la survie. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez prescrire un médicament qui a une AMM, certes, mais pas de preuve évidente sur la survie, ou une molécule hors AMM qui coche les cases sur les marqueurs de fibrose de la survie? C'est pour moi, je trouve, un vrai dilemme. Je pense que beaucoup ne se poseront pas la question. Alors, comme nous vous l'a précisé tout à l'heure Pierre et Antoine, il y a certainement un intérêt à associer les agonistes PIPAR avec les agonistes FXR. Et là, c'est l'essai Intercept de phase 2 qui a étudié, vous voyez, dans différents bras, l'association de l'acidobéticolique avec le bézafibrate à différentes posologies et versus le bézafibrate. Et vous noterez qu'il n'y a pas de groupe Ocaliva seul. Mais donc, cette étude est très importante parce que les résultats ont été très impressionnants. Il y en a eu deux, une en Europe, une aux États-Unis. Les deux sont concordantes. Je vous montre que celle-ci, celle de l'Europe. Et vous voyez que quand vous associez l'acidobéticolique et le bézafibrate, vous avez une synergie d'action sur la baisse des phosphatases alcalines qui est plus importante que lorsque vous prenez que du béza ou des petites doses d'Ocaliva avec des petites doses de béza. Et puis, vous voyez que dans le groupe Ocaliva 5-10 mg et 400 mg de bézafibrate, vous normalisez les phosphatases alcalines dans 75% à 3 mois. Donc c'est quand même quelque chose qui est de nature à potentiellement à l'avenir changer les habitudes thérapeutiques. Mais la question c'est que va devenir l'acidobéticolique? C'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est quand même pas bon signe quand un laboratoire vend sa molécule à d'autres laboratoires. Mais le fait est que la preuve de concept est là. Des associations de mécanistiques différentes améliorent la chólérèse et probablement le taux de réponse biologique complète. Et puis alors, si on veut aller encore plus loin, et là c'est probablement l'article le plus intéressant que j'ai lu moi depuis cette année sur la CBP, c'est pourquoi ne pas traiter par fibrate d'emblée, c'est-à-dire faire une association AUDC fibrate d'emblée, ça a du sens. Il faut trouver ces patients parce que c'est des patients naïfs de tout traitement et pour un centre tertiaire comme le mien, c'est très difficile de trouver des patients naïfs de traitement, mais les Chinois l'ont fait. Et donc ils ont randomisé deux groupes de patients, un groupe de patients traités par AUDC et phénofibrate et un groupe de patients traités par AUDC seul. Il n'y avait pas de placebo. Et ils montrent que, vous voyez, qu'on améliore substantiellement à 1 an le pourcentage de réponse, là, il est défini ici par le type de réponse de Barcelone, de 81% dans le groupe bithérapie versus 60% dans le groupe AUDC seul. Et lorsque vous regardez la normalisation des phosphatases alcalines qui va devenir certainement le gold standard maintenant pour l'évaluation des traitements anticholestatiques. Il y a une différence significative, 62% versus 40% à 1 an. Donc ça, je trouve ça hyper élégant et c'est à se poser la question, est-ce qu'il ne faut pas traiter beaucoup plus tôt, d'emblée avec ces associations thérapeutiques qui sont bien tolérées avec les fibrates et qui permettent d'améliorer la réponse biologique. Alors, la CBP, ce n'est pas la cholestase en général, bien sûr, c'est le modèle le plus communément étudié en pathologie adulte, mais les fibrates ont fait l'objet d'autres études dans d'autres modèles de maladies cholestatiques, y compris en pédiatrie. J'en ai trouvé une, notamment japonaise, sur la PFIC1, qui montrait une amélioration substantielle de la cholestase et du prurite, même si c'était un tout petit nombre de patients. Mais vous voyez que ça commence à émerger là depuis quelques années, donc dans la CSP, avec un travail de Sarah, mais aussi dans la cholestase de la grossesse, la cholestase gravidique. Alors c'est certes 3 cas, mais ça montre bien que c'est probablement efficace. Et puis, dans d'autres pathologies comme la cholangite ischémique, alors certes, ce n'est pas la CSP, mais c'est très probablement la preuve que ces traitements peuvent être utilisés dans d'autres maladies cholestatiques que la CBP. Donc, pour finir,
Eh bien, les fibrates et les autres agonistes PIPAR comme traitement de la cholestase. Donc, premièrement, ce sont de puissants agents anticholestatiques. Je pense que je vous l'ai montré, et en particulier le bézafibrate, qui est un pan-PIPAR, que leur association à l'AUDC ou à l'acide obéticolique a des effets synergiques, et que l'association à l'acide obéticolique est intéressante parce qu'on atténue l'effet secondaire de l'acide obéticolique, qui est le prurite, grâce au fibrate, que dans la CBP spécifiquement, avec réponse incomplète à l'AUDC, eh bien, quand vous mettez le bézafibrate, vous diminuez les symptômes, vous réduisez la cholestase, vous retardez la fibrose et vous améliorez probablement le pronostic vital. En tout cas, le registre japonais de milliers de patients nous indique cela. Et chez les patients atteints de CBP, avec réponse biologique incomplète ou intolérante à l'AUDC, les nouveaux agonistes PIPAR, dont je vous ai parlé, le Seladelpar, l'Elafibranor, mais aussi probablement le Saroglitazar, qui n'a pas encore fini sa phase 3, présente des effets à court terme similaires à ceux observés avec le fibrate, et donc devrait être à l'avenir certainement utilisé comme molécule anticholestatique, notamment dans la CBP, mais probablement dans d'autres maladies qui nous concernent. Voilà, je vous remercie.